la suite des sorties du mois d'août que j'ai déjà commencé à tourner, enfin que je vous ai déjà posté dans une précédente publication. Je me suis arrêtée au 21, si je ne dis pas de bêtises, oui voilà, juste avant le 21 août, parce qu'il y avait énormément de titres et je voulais pas faire une vidéo à rallonge, donc voilà, on va enchaîner directement avec la suite. Surtout que je pense qu'il n'y aura pas eu beaucoup de jours d'attente entre ces deux vidéos, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à la publier à la fin du mois si c'est les sorties du mois. Petite update concernant la météo, je suis très contente parce qu'en ce moment il fait moins chaud, mais genre carrément moins chaud, donc c'est beaucoup plus respirable, on a un petit peu de vent, quelquefois c'est un petit peu couvert, donc les vacanciers sont un petit peu moins contents, mais moi je suis très très contente. C'est beaucoup plus pratique pour filmer. Avec les sorties du 21 août, d'ailleurs j'aurais même pu aller jusqu'au 22 parce qu'il n'y en a qu'une le 21, mais ce n'est pas très grave, je veux dire on n'est plus un livre près, allez-y, soyons fous. J'aime beaucoup la couverture, soit dit en passant. Il s'agit de Arrowwood de Mike Finlay, je pense que c'est Mike ou Mick Finlay. Donc il sort au format poche. Le résumé c'est 1895, Londres a peur plutôt. Un tueur terrorise la ville. Encore une fois, c'est un thriller. Je sais pas si on a entendu ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Un tueur terrorise la ville, les pauvres ont faim, les criminels prennent le contrôle des rues, la police débordée arrive à un point de rupture, tandis que les bourgeois se tournent vers Sherlock Holmes pour qu'il résolve leurs problèmes. Dans les quartiers surpeuplés du sud de Londres, les gens s'en remettent à un homme qui méprise Holmes, sa clientèle fortunée et ses méthodes de travail voyeuristes. Cet homme, c'est Arrowwood, psychologue autodidacte, ivrogne occasionnel et détective privé. Quand un homme disparaît mystérieusement et que la meilleure piste d'Arrowwood est poignardée sous ses yeux, Arrowwood et son comparse Barnett doivent faire face à leur plus rude défi, capturer McCream, le malfrat le plus redouté de la ville. McCream. Donc je pense que c'est un McCream comme la crème, mais cream, ça sonne français, crime, voilà, enfin bon. Bref, ça a l'air d'être quand même une ambiance qui ressemble à Sherlock Holmes, alors qu'il est censé le mépriser dans le livre, mais un peu plus trash, donc ça peut être rigolo, je pense. On va passer aux sorties du 22 août, et là, attention, ça ne rigole plus. Ça va piquer pour le porte-monnaie. Le premier livre dont je voulais vous parler, concernant les sorties du 22, parce que c'est pas le premier, il s'agit de Innocente d'Audrey Delaney. Le résumé, c'est les premiers souvenirs d'Audrey remontent à ses 3 ans, l'âge où son père commence à abuser d'elle. Trop jeune pour comprendre et y mettre les mots, la petite fille endure ce cauchemar pour préserver les autres, sa mère, ses frères, mais aussi les petites filles du voisinage ou de ses cours de danse irlandaise. Derrière un comportement de plus en plus rebelle, Audrey cache des appels au secours, mais personne ne l'entend. Elle grandit avec ce trop lourd secret, et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle trouvera la force de parler, puis de témoigner contre son père. De son enfance douloureuse à sa reconstruction, Audrey Delaney livre ce témoignage pour toutes les victimes prisonnières du silence. Donc voilà, c'est un témoignage, donc c'est autobiographique. C'est un sujet encore une fois très, très difficile à aborder, que ce soit pour les victimes ou les personnes qui étaient au courant. Enfin voilà, je fais pas de gros topo, mais voilà, c'est un sujet qui ne va pas être évident à lire, mais ça m'intéresse. Ensuite, on va passer à un livre dans un registre complètement différent. C'est un livre qui va être en plusieurs tomes apparemment, donc il s'agit de In Real Life, tome 1, Déconnexion, de Maïwen Alix. C'est un roman de science-fiction où on va parler de rêves de jeunes filles apparemment, donc je pense que c'est beaucoup plus simple si je vous lis le résumé pour vous donner envie, parce que ça m'a clairement beaucoup intriguée. Dans un futur post-apocalyptique, les humains vivent dans de petites implantations agricoles, travaillant à régénérer les écosystèmes endommagés. Chaque individu est connecté au système. À travers ce vaste réseau numérique, les gens peuvent communiquer par la pensée et visiter pendant leur sommeil des rêves éveillés, des rêves si réels qu'ils permettent aux membres du système de vivre une existence virtuelle en parallèle de leur vie dans l'implantation. Chaque nuit, les adolescents s'affrontent dans des épreuves de construction de rêves. Le jour de la répartition, les plus doués quitteront leur implantation pour consacrer leur vie à l'élaboration des rêves éveillés.
Brutalement arrachée au système alors qu'elle est sur le point de remporter le tournoi des constructeurs, Lani découvre un monde hors connexion dans lequel son pouvoir d'élaborer des rêves lui offre un destin inattendu. Alors ça m'intriguait énormément parce que ça m'a, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu ce résumé, ça m'a fait penser au roman de Laura Tahalasa que j'ai lu, qui est, le titre c'est The Vanishing Girl, dont je ne vous ai, je crois, jamais parlé sur la chaîne parce que c'était au tout début où j'ai repris la lecture intensive. Un mélange entre donc ce roman et le labyrinthe, le film Le Labyrinthe. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, j'essaierai de trouver l'info, mais que le labyrinthe à la base c'est issu d'un livre. Voilà, ça m'intrigue énormément cette histoire de. On peut donc imaginer qu'il va y avoir des castes aussi, donc un peu comme dans Divergente. Donc voilà, tout ça va être mélangé et il faut que j'arrête de dire. Ça peut être vraiment pas mal d'avoir tous ces univers un petit peu assemblés dans un même livre, tout simplement. La prochaine sortie qui m'intéresse énormément, c'est le dernier Amélie Le Tombe. Donc c'est les prénoms épicènes. Voilà. Vous connaissez tous les résumés très détaillés de Madame Amélie Le Tombe. On nous dit la personne qui aime est toujours la plus forte. Voilà, c'est tout. Débrouillez-vous avec ça. La couverture, elle est un petit peu flippante quand même, mais elle n'est pas très nette. On va y aborder quand même une relation père-fille, et c'est un roman qui va être apparemment centré aussi sur la famille. Donc ça m'intéresse énormément, surtout que grâce à ce titre, j'ai appris la signification d'un nouveau mot dans mon vocabulaire, parce que je ne connaissais pas la signification de mot épicène. Donc si vous ne savez pas ce que ça signifie, je vous invite à aller chercher l'information, parce que ce serait trop simple si je vous dévoilais la signification. Voilà. On va passer au roman suivant. Il s'agit d'une douce lueur de malveillance de Dan Chaon. Catégorie et thème abordé, c'est un policier, ça va être une enquête sur un meurtre, une histoire de vengeance. Donc on a droit un petit peu à tout, à de l'ADN, des psychologues, voilà, un petit peu de tout. Le résumé m'avait quand même donné pas mal envie, donc ouais, je vais pas vous le lire parce qu'il est très très long. Donc je vous invite à aller le lire. Sachant que comme une fois, toutes les informations que j'ai regroupées dans les vidéos de présentation des sorties, je l'ai trouvé sur le site en ligne Booknode, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus en détail toutes les sorties du mois d'août. Le prochain roman que je vous présente, je l'ai vu passer sur énormément de chaînes Booktube, donc je vais faire mon mouton, hein, je vais peut-être me le procurer aussi. Il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Tout simplement parce que ça a l'air d'être une lecture très très joviale, enfin joviale, pas forcément joviale, mais très légère. Voilà. Donc je pense que parmi tous ces histoires difficiles et ces témoignages et ces thrillers, que je vais certainement me procurer un petit peu de Brexit Romance, ça pourrait être pas mal. Donc je ne vais pas vous le dire plus en détail de quoi il parle, parce que je pense que vous l'avez vu assez passer sur les autres chaînes. C'est de la littérature apparemment assez jeunesse quand même, ou peut-être young adulte. On va parler d'existentialisme, d'adolescence, de sociologie, d'aristocratie, et c'est une comédie. Et donc voilà, de toute façon on peut remarquer, je pense, à la couverture du livre qui fait vraiment assez légère. Donc voilà, ça peut être pas mal. Pas toujours obligé de lire des romans. Le prochain livre qui me fait très envie, j'adore le titre déjà. Enfin, le titre, je savais déjà que j'allais vouloir l'acheter. Il s'agit de Confession d'une kleptomane de Florence Noiville. Ça m'intéressait de connaître le point de vue d'une femme qui est vraiment malade de ce. Enfin, c'est un roman, hein, donc voilà, je pense pas que ce soit un témoignage, mais ça peut être rigolo de découvrir ce qui se passe dans sa tête. On nous dit pour Valentine de Lestrange, voler c'est jouer, mais c'est surtout une manie incurable, peut-être héréditaire, qui lui procure des frissons autrement plus excitants que la vie bourgeoise ordinaire dans l'ombre de son mari ministre. Quand même. Kleptomane, le mot même la ravit, jusqu'au jour où, presque sans le vouloir, elle subtilise l'objet de trop, celui qu'elle n'aurait jamais dû voir et qui va changer le cours de sa vie. Florence Noiville poursuit ici son exploration du psychisme humain à travers ses troubles et ses désordres. Ce livre m'intéresse énormément parce que c'est un sujet
qui peut être amené de façon rigolote, je pense. Donc voilà, ça m'a donné énormément envie. Le roman suivant, il s'agit de l'affaire Sparsholt d'Alan Hollinghurst. Le résumé, c'est en octobre 1940, David Sparsholt fait son entrée à Oxford. Athlète et rameur acharné, il semble d'abord ignorer la fascination qu'il exerce sur les autres, en particulier sur le solitaire et romantique Evert Dax, fils d'un célèbre romancier. Tandis que le Blitz fait rage à Londres, l'université d'Oxford apparaît comme un lieu hors du temps où les attirances secrètes s'expriment à la faveur de l'obscurité. Autour de David, des liens se tissent qui vont marquer les décennies à venir. Dans ce nouveau roman magistral, Alan Hollinghurst, l'un des plus grands romanciers anglais contemporains, dessine le portrait d'un groupe d'amis liés par la peinture, la littérature et l'amour à travers 3 générations. Voilà, donc ça va traiter apparemment quand même d'un petit peu de l'homosexualité. Ça va se passer durant la Seconde Guerre mondiale. Ça pourrait être aussi très intéressant. L'histoire m'intéressait assez, je dois dire. Le livre suivant, il s'agit de La toile du monde d'Antonin Varenne. Je trouve la couverture de ce livre juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Ouais, c'est la toile du monde, je pense que là, ça représente quand même assez bien le sujet dont on va parler dans le livre. Je vous lis tout de suite le résumé. La toile du monde possède le souffle sensuel et l'énergie des grands romans qui plient la réalité aux dimensions du rêve. Rêve de liberté d'une femme venue d'un autre monde. Rêve de métamorphose du Paris de 1900. Décor de l'exposition universelle. Après 3000 chevaux vapeur et équateur, Antonin Varenne signe une œuvre saisissante et confirme la singularité de son talent. Eileen Bowman, 35 ans, journaliste célibataire, est venue couvrir l'événement pour le New York Tribune. Née d'un baroudeur anglais et d'une Française utopiste, élevée dans le décor sauvage des plaines du Nevada, Eileen est un être affranchi de tout lien et de toute morale, mue par la sensation et ses idéaux humanistes. Au fil d'un récit qui nous immerge au cœur de la ville en chantier, du métropolitain naissant au quartier des bordels cher aux peintres, la personnalité singulière d'Eileen se confond avec la ville de lumière. Un portrait en miroir qui dessine la toile du monde, de l'Europe à l'Amérique, du 19e et au 20e siècle, du passé d'Eileen à un destin qu'elle n'imagine pas. Un roman qui nous promet de nous faire voyager, je pense. Voilà, vous avez compris un petit peu l'histoire dans le résumé, donc ça m'intéressait énormément. Maintenant, on va passer aux sorties du 23 août. Alors là aussi, il y en a quelques-unes, voire beaucoup. Donc il y en a encore pour un petit moment. J'espère que vous avez pris une petite boisson rafraîchissante, ou un thé, ou un chocolat, ou un café, ce que vous voulez, parce que ça va encore durer un petit peu. Le roman suivant, c'est un poche. Il s'agit de La papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito. Donc les thèmes abordés sont l'amour, la famille, l'écrivain en général. Atako tient une petite papeterie à Kamakura. Elle est aussi écrivain public, comme sa grand-mère avant elle, qui lui avait enseigné cet art d'écrire pour les autres. Cette papeterie Tsubaki devient rapidement un lieu de rencontre où se nouent des relations inattendues. Elle calligraphie des cartes d'anniversaire, rédige un mot de condoléance pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu. D'autres clients veulent annoncer leur divorce, d'autres encore ont des exigences surprenantes auxquelles elle se plie avec bonheur. Grâce au talent d'Atako et à son amour des autres, la petite papeterie devient le théâtre des réconciliations avec les autres et avec elle-même. Apaisée, la jeune femme pourra enfin écrire à sa grand-mère tout l'amour qu'elle n'a jamais pu lui dire. Donc je pense que ça va être un mélange de situations cocasses, de choses un petit peu rigolotes, et plus profondément de quelque chose de très émotionnel, de très émouvant. Voilà. Puisqu'on va... on va découvrir donc les sentiments qu'elle éprouve envers sa grand-mère. Donc tout le monde a une mamie, une grand-mère, 2 grand-mères même. Certains ont des relations plutôt distantes ou froides ou presque inexistantes. D'autres sont très 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 fusionnelles. Ce qui était un peu mon cas, enfin sans aller jusqu'à l'extrême non plus, mais on était quand même très 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 proches de notre grand-mère tous. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut me toucher. Voilà, on en reparlera en temps voulu. Le prochain livre, il s'agit de Pension de famille de Margaret Durrell, donc au format poche. Je pense que là, je ne vais pas vous lire le résumé, juste vous dire, vous lancer quelques petits mots comme ça pour voir si ça peut vous donner envie de le lire. Donc c'est une autobiographie par contre,
Je pense, hein. Je ne sais pas, j'ai un petit doute. Moi, je vais quand même vous lire quelques petits trucs comme ça pour vous donner envie. On nous dit un peintre et son modèle, une schizophrène, des infirmières, deux musiciens de jazz. Sous le regard narquois des voisins, la pension de Margot tourne à la ménagerie humaine. S'ajoute à ce joyeux désordre les visites de Gérald, qui ramène une troupe de singes et un énorme python. Margot ne se laisse pas démonter pour si peu et s'embarque même dans une histoire d'amour clandestine avec un joueur de trombone. Oui. Je pense que ce livre, ça va être un gros bazar à lire. Que des fois, c'est bien d'être un peu dans un foutoir. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, hein, ce livre. Euh, on en reparlera en temps voulu quand je me le serai procuré parce que ça a l'air vraiment très rigolo à lire. Donc voilà. Le roman suivant, il s'agit de Par le vent pleuré de Ron Rash, toujours au fond de ma poche. Le résumé, c'est dans une petite ville paisible au cœur des Appalaches. La rivière vient de déposer sur la grève une poignée d'ossements ayant appartenu à une jeune femme. Elle s'appelait Ligeia, et personne n'avait plus entendu parler d'elle depuis des décennies. Été 1969, le Summer of Love. Ligeia débarque de Floride avec l'insouciance et la sensualité de sa jeunesse, avide de plaisir et de liberté. C'est l'époque des communautés hippies, du Vietnam, de la drogue, du sexe et du Grateful Dead. Deux frères, Bill et Eugène, qui vivent bien loin de ces révolutions, sous la coupe d'un grand-père tyrannique et conservateur, vont se laisser séduire par Ligeia, la sirène, et prendre dans le tourbillon des tentations. Le temps d'une saison, la jeune fille bouleversera de fond en comble leur relation, leur vision du monde et scellera à jamais leur destin avant de disparaître aussi subitement qu'elle était apparue. À son macabre retour, les deux frères vont devoir rendre des comptes à un fantôme de leur passé et à leur propre conscience, rejoint sur un fond de paysages grandioses, l'éternelle confrontation d'Abel et de Cain. Voilà. Ça a l'air quand même assez intriguant. Donc voilà, histoire de famille, des hippies, ça peut être sympathique, je pense. Bon, apparemment, il ne lui est pas arrivé quelque chose de sympathique à la demoiselle, puisqu'elle elle est morte. Mais voilà, tout ce qui se passe durant l'époque des hippies, ça m'intéresse. Le livre suivant, il s'agit de La somme de nos folies de alors, pardon pour la prononciation, de Chiliko. Ko plutôt. Le résumé, c'est à Lubok Sayong, petite ville au nord de Kuala Lumpur, tout est indéniablement unique. Jusqu'à la topographie, une cuvette entre deux rivières et trois lacs, qui lui vaut chaque année une inondation et son lot d'histoires mémorables. Cette année-là, exceptionnelle entre toutes, l'impétueuse Bivi décide de rendre enfin la liberté à son poisson qui désespère dans un aquarium trop petit, d'adopter Marie-Anne, débarquée sans crier gare de son orphelinat, où toutes les filles s'appellent Marie quelque chose, et d'embaucher l'extravagante Miss Bonsidic pour l'aider à tenir la grande demeure à Tourterelle de feu son père, reconverti en bed and breakfast. Le tout livré en alternance et avec force commentaire par la facétieuse Marie-Anne et par Oh Young, l'ami fidèle, vieux directeur chinois de la conserverie de Litchi, qui coulerait des jours paisibles s'il ne devenait l'instigateur héroïque d'une gay pride locale. La somme de nos folies est la chronique absolument tendre, libre, drôle, profonde et volontiers incisive d'un genre très humain quelque part en Malaisie aujourd'hui. Voilà, donc je pense que le résumé est très prometteur parce que c'est un mélange encore une fois de plusieurs thèmes qui vont être abordés. Donc ça me paraît un petit peu aussi, pas le bazar, mais un petit peu quand même. Le prochain livre, il s'agit d'un nouveau titre de Daniel Steele dont j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Il s'agit d'Ouragan. Un ouragan s'approche de New York dans quelques heures. 6 personnes, leurs familles, leurs amis et les millions d'habitants qui les entourent se retrouveront submergés par les flots. Alors que l'ouragan Ophélia menace New York, Hélène est en visite chez sa mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux étudiants en colocation, trépignent d'impatience à l'idée du spectacle et s'installent confortablement chez eux pour voir le phénomène. Lorsque la tempête s'abat sur la ville, elle emporte tout avec elle, et c'est un autre défi qui recommence. Les survivants doivent affronter l'avenir, réparer les dégâts et panser leurs blessures. Charles ira de refuge en refuge pour retrouver son ex-femme et ses 2 filles. Quant à Juliette, médecin urgentiste, elle tentera désespérément de sauver ses patients. Voilà, donc je pense que ça peut être une lecture assez émouvante aussi, parce que ça va parler
de deuil, un petit peu je pense, forcément, de reconstruction d'une ville après une catastrophe naturelle. Donc voilà, ça peut être assez fort en émotion, je pense. Le prochain roman qui me fait énormément envie, il s'agit de Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust dans un format poche. Dans le résumé, on nous dit: dans un Japon féodal à fantasmer, 5 personnages racontent à leur manière la déchéance d'une famille noble. 5 récits brutaux qui voient éclore le désespoir d'une jeune fille, la folie d'un fantôme centenaire, les rêves d'une jolie courtisane, l'intrépidité d'un garçon inconscient et le désir de liberté d'un guérisseur. Le tout sous l'égide de l'hiver qui s'en revient encore. Voilà, donc c'est assez intriguant. C'est pas très développé comme résumé, mais quelquefois il nous en faut pas plus pour être attiré vers une lecture. Donc n'hésitez pas à me dire si celui-là vous tente. Pourquoi pas. Allez, accrochez-vous, on est presque au bout. Le prochain livre que je vais lire, il s'agit d'un livre qui, je pense, pourrait peut-être intéresser Sabrina. Donc si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me le dire si toutefois tu comptes peut-être te procurer ce roman ou si l'histoire t'intrigue également. Je vous dis ça parce que je sais un peu dans le contexte historique dans lequel ça se passe. Donc même si tu manges beaucoup de Seconde Guerre mondiale, je pense que ça peut peut-être te plaire. Il s'agit donc de Ils étaient juifs résistants communistes d'Annette Wiewiórka. Pardon pour la prononciation. Résumé. Alors là, il y a toute une série de noms. Alors je m'excuse par avance pour tout ce que je vais écorcher, mais voilà, il y en a plusieurs. Ils s'appelaient Victor Ziegelman et Henri Krasuski, Sophie Zwarks et Anina Sochakzewska, Jaco Smulewicz et Étienne Raksimov, Paulette Schlivka et Esther Rosenwalsk. Le plus jeune en 1940 avait 14 ans, le plus âgé moins de 30. Eux ou les parents nés en Pologne ou en Roumanie étaient venus en France chercher du pain et la liberté, la sécurité aussi, croyaient-ils, car tous étaient juifs. Tous également étaient ou devinrent communistes et résistants organisés au sein de la main-d'œuvre immigrée, donc MOI. L'histoire de ces quelques centaines de jeunes gens, enfants de Belleville ou de la rue des immeubles industriels de Paris, est restée largement méconnue. Pourtant, son importance est déterminante pour la communauté juive elle-même, mais aussi pour l'histoire de la résistance et de celle si discutée du PCF pendant l'occupation. L'oubli qui les a frappés est d'autant plus surprenant qu'ils payèrent leurs actions d'un prix démesuré. Seule une minorité en réchappera. De quel poids pesa leur identité juive qui faisait planer sur eux une menace permanente par rapport à leur engagement communiste qui subordonnait tout à la défense de l'Union soviétique. Ce dilemme fut dramatique pour beaucoup d'entre eux, notamment pour la sulfureuse Lucienne Goldfarb, dite la Rouquine, dont un destin extraordinaire fit après la guerre une tenancière de maison close amoureuse de l'opéra. Voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Il y a beaucoup de romans qui traitent de ce sujet, mais là je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment centrer sur roman historique. Donc ça m'intrigue beaucoup de voir, de connaître un petit peu l'histoire de ces personnes. Voilà. Le prochain roman, encore une fois, risque d'intéresser Sabrina, parce qu'il s'agit d'un roman de Philippe Torton, donc je pense que tu as lu, si je ne dis pas de bêtises, Mémé, je crois que c'est de lui, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais comme ça me vient. Je vous confirmerai l'information juste ici. Donc ce roman, c'est Jacques à la guerre, donc de Philippe Torton. On va y parler de famille, de guerre et d'émotion. Ça va être un petit peu un roman, pareil, émouvant. Alors je suis désolée, ma voix elle part en cacahuète depuis tout à l'heure, je sais pas comment ça se fait. Je vais vous lire une petite partie du résumé, parce que c'est assez long quand même. On nous dit le chant d'amour d'un fils pour son père. Mon père me manquait, mais à voir la silhouette de ma mère s'attardant sur le quai sans un bras pour la soutenir, sans une main caressante qui écrit sur la toile grise de son dos qu'il ne faut pas s'en faire, que le fiston va revenir vite, je lui aurais bien souhaité de retrouver un homme. S'il y avait une peine perdue d'avance, c'était celle-là. Elle allait s'accrocher à son deuil comme la misère sur le monde. Maintenant qu'il était mort, son mari, elle l'avait pour elle. Rien que pour elle. Donc voilà, on va suivre un petit peu l'histoire d'un garçon qui va vivre la mort de son père. Hein, donc on va voir un petit peu comment sa mère réagit par rapport à ça.
Donc ça m'intriguait beaucoup. Je vous invite à aller lire la suite du résumé. Mais voilà, moi je trouve que ça en dit quand même pas mal. Donc je me suis arrêtée là. Voilà. Le prochain roman, il s'agit de Magnificat de Maria Rosaria Valentini. Là par contre, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle. C'est juste pour vous planter le décor, Italie des années 50. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous dis. Ça se passe dans l'Italie des années 50. Et on va suivre la vie d'une femme qui va avoir un enfant avec un Allemand, apparemment. Alors que ça se passait pendant la guerre, donc clairement c'est avec l'ennemi. Voilà, donc tout simplement, je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à aller voir le résumé sur le site Booknode qui est toujours en barre d'infos. Dans la barre d'infos. Ça va aller. Le prochain livre, il s'agit de Les Voyages de sable de Jean-Paul Delfino. Pas Mike Delfino, Jean-Paul Delfino, c'est pas pareil. Là, je vais vous lire le petit résumé. On nous dit: par une nuit de neige qui finit par immobiliser Paris, Monsieur Jaume se rend dans un café de la rue Saint-André-des-Arts. En veine de confidence, il raconte à Virgile, un bistrotier désabusé, la malédiction qui le frappe. Monsieur Jaume est immortel. Toute la nuit durant, et avec la promesse de lui révéler son secret, il va confier à Virgile ses multiples existences passées. Né à Marseille en 1702, il fuit la grande peste, part à l'aventure en Afrique, cultive le café en Guyane, meurt à 100 reprises et revient à la vie autant de fois. Peintre d'ex-voto au Brésil, guetteur de cadavres sur le Rhône, négrier à l'occasion, clerc de notaire à Paris, ermite au Portugal ou spectateur de la Révolution de 1848. Jaume connaîtra l'amour, l'amitié et la trahison. Tout d'abord sceptique, Virgile l'écoute, puis peu à peu sa curiosité s'éveille et il se laisse prendre au jeu. Être immortel semble bien tentant. Mais n'est-ce pas le pire cadeau que le sort puisse offrir à un homme? Avec Les Voyages de sable, Jean-Paul Delfino nous invite à une longue traversée poétique et fantastique où une nuit dure 3 siècles et l'arrière-salle d'un café ouvre sur les 5 continents. Voilà, donc ça permet... On va énormément voyager avec ce livre. En plus, c'est sur un fond quand même d'un peu de surnaturel, vu que on va parler quand même d'un homme qui est immortel. Hein, donc, s'il y a une recette voilà, qui me la donne, comme ça, j'aurai toute la vie devant moi pour lire tous les livres du monde. Ensuite, le prochain livre, il s'agit de Les Jours de silence de Philippe Lewis. Pareil, là, je vais vous lire le petit résumé. On nous dit un roman d'apprentissage bouleversant de grâce et de profondeur qui livre le portrait riche et complexe d'une famille du Sud, pétrie de littérature mais incapable de trouver les mots pour exprimer ses sentiments, ses grandes joies et ses infinies douleurs. Convoquant Poe, Wolfe, Faulkner ou Salinger, Philippe Lewis signe ici un futur classique de lettres américaines. Donc ça, c'était plutôt l'entrée en matière. C'est pas vraiment le résumé. Donc on nous dit Appalaches, Caroline du Nord, années 50 à 2000. Henry Astor s'était fait une promesse, ne jamais remettre les pieds à Old Buckram, son village natal perdu dans les vallées de Barrowfields. Lui, l'amoureux des livres, l'apprenti écrivain, n'a jamais trouvé sa place dans ces contrées oubliées de bibliophiles. Pourtant, alors qu'il s'apprête à devenir père, ses pas le reconduisent inexplicablement vers le foyer familial et vers sa mère vieillissante. Pour installer sa famille, Henri jette son dévolu sur une demeure fascinante, toute de verre et d'acier, que l'on prétend affligée d'une terrible malédiction. Tandis que sa femme Éléonore élève leurs 2 enfants et une poignée de pur sang, Henri, lui, passe ses nuits attablé à son bureau, au cœur d'une vaste bibliothèque, tenant d'une main un verre et de l'autre le stylo avec lequel il étale furieusement les mots qui constitueront le roman de sa vie. Mais le jour où sa mère disparaît, Henri plonge dans un puits sans fond de chagrin. Déstabilisé devant la figure paternelle ébranlée, Henri Junior, son fils, se met en quête de tous les stratagèmes possibles pour réveiller l'âme révolutionnaire de son père. Mais un beau jour, Henri s'évanouit dans la nature, emportant avec lui le manuscrit de sa vie. Pour Henri Junior commence une vie en noir et blanc, égrénant lentement des jours remplis de silence. Comment exister sans son père, son guide littéraire et spirituel? Et s'il fallait tenter de marcher dans les pas de son père pour le retrouver? Laissant sa mère et sa sœur adorée derrière lui, le jeune Henri Junior fuit à la recherche de l'homme de sa vie et de son identité perdue. Donc c'est un très long résumé. Ça m'intrigue énormément, donc il y a de fortes chances aussi que je le lise. Je sais que ce ne sera pas tout de suite par contre, mais voilà. Ensuite, sort également
je ne sais plus trop la date, mais à la suite de tous ceux que je viens de citer. Le roman de Jeanne de Lydia Jurnavic. Donc la couverture, elle est très jolie, je trouve. Ça m'a énormément interpellée en fait. C'est ce qui m'a fait cliquer sur le livre pour lire un petit peu le résumé, pour voir de quoi il parlait. Donc là, on est sur une dystopie, hein. Voilà, c'est un monde post-apocalyptique, donc dans le domaine de la science-fiction. Anéantie par les excès de l'humanité et des guerres interminables, la Terre n'est plus que cendres et désolation. Seuls les riches survivent, forcés de s'adapter à des conditions apocalyptiques. Leurs corps se sont transformés albinos, stériles, les survivants se voient désormais contraints de mourir le jour de leurs 50 ans. Tous vivent dans la peur, sous le joug du sanguinaire Jean de Maine. Christiane Pisan a 49 ans. La date fatidique approche. Rebelle, artiste, elle adulte le souvenir d'une héroïne, Jeanne, prétendument morte sur le bûcher. Peut-être Jeanne d'Arc. Jeanne serait la dernière à avoir osé s'opposer au tyran. En bravant les interdits et en racontant l'histoire de Jeanne, Christine parviendra-t-elle à faire sonner l'heure de la rébellion? Voilà, mon histoire fantastique avec la dystopie, hein. Moi je dis oui, clairement. Pourquoi s'en priver? Le livre suivant, la couverture est également très jolie. Il s'agit de Au grand lavoir de Sophie Dole. Voilà, je trouve la couverture très très belle. Là, on va parler d'un sujet. Ouais, ça peut être intéressant. Je vais vous lire clairement le résumé pour savoir de quoi ça parle parce que c'est pas évident à expliquer. On nous dit: une romancière participe à une émission littéraire télévisée à l'occasion de la parution de son premier livre. Elle ne se doute pas qu'au même moment, son image à l'écran bouleverse un employé des espaces verts de la ville de Nogent-le-Rotrou. Là, le nom de la ville. Désolée pour les habitants de Nogent-le-Rotrou, mais c'est pas évident à porter, je trouve. Repris de justice pour un crime commis il y a 30 ans, menant désormais une vie bien rangée, ce dernier est confronté de façon inattendue à son passé, à son geste, à sa faute. Car la romancière est la fille de sa victime. Et dans 5 jours, elle viendra dédicacer son ouvrage dans la librairie de la ville. Un compte à rebours se déploie alors pour cet homme solitaire dans un climat à la fois banal et oppressant, en attendant le face-à-face qu'il redoute, mais auquel il ne pourra se dérober. Dans ce texte où chaque personnage est en quête d'une réparation intime, Sophie Dole intervient pour affirmer la fidélité qu'elle voue aux disparus, aux fleurs et aux sous-préfectures. Voilà. Donc je vais me dépêcher d'enchaîner pour les 2 derniers romans parce que la luminosité est en train de baisser fortement. Il risque de faire noir dans pas très très longtemps. Sortie du 29 août, donc on arrive à la fin. Ça y est. Alors ce roman il me donne énormément envie et j'ai hâte aussi d'être à la fin du mois pour pouvoir me le procurer. Donc on est un petit peu sur du young adulte fantastique. Le résumé, c'est: être transparente au lycée, rarement invitée en soirée et ignorée dans sa propre famille, c'est une blessure. Ça fait mal. Être invisible pour de vrai, se rendre en salle d'épreuve incognito et disparaître dans les moments embarrassants, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. À 15 ans, Esther cesse d'être une fille ordinaire et voit un nouveau monde s'ouvrir à elle. Pour l'adolescente trop discrète, la vie devient soudain passionnante et de plus en plus dangereuse. Voilà, je pense que c'est un univers qui me parle tout de suite, hein. Ça va être très rapide à lire, je pense. J'ai vraiment vraiment hâte de lire ce livre. Enfin, nous passons à la dernière sortie du mois d'août qui m'intéresse personnellement. Il s'agit de L'Ange de l'Histoire de Rabbi Alameddine. On va suivre la vie d'un homme en fait, donc voilà, il n'y a rien de... c'est un roman classique, enfin pas classique, mais enfin, vous m'avez compris quoi, on suit juste la vie d'un homme. À travers le portrait spectaculaire d'un homme blessé et hanté, l'auteur des Vies de papier, prix Femina étranger 2016, revient avec une réflexion éblouissante sur l'oubli et la mémoire. Le temps d'une nuit, dans la salle d'attente d'un hôpital psychiatrique, Jacob, poète d'origine yéménite, revient sur les événements qui ont marqué sa vie. Son enfance dans un bordel égyptien, son adolescence sous l'égide d'un père fortuné, puis sa vie d'adulte homosexuel à San Francisco dans les années 80, point culminant de l'épidémie du sida. Mais Jacob n'est pas seul. Satan et la mort se livrent un duel et se disputent son âme. L'un le forçant à se remémorer son passé douloureux, l'autre le poussant à oublier et à renoncer à la vie.
En dressant le portrait bouleversant et tout en finesse d'un homme hanté par les souvenirs, Rabbi Alameddin livre un texte éblouissant d'érudition et d'imagination, imprégné à la fois d'humour, de violence et de tendresse. Surtout, il nous rappelle l'urgence et la nécessité de se confronter au passé et de ne pas céder à l'oubli. Voilà, donc j'ai vraiment très très hâte de lire ce livre également, comme la plupart des livres que je vous ai présentés, sinon j'en aurais pas parlé. Mais voilà, ça m'intrigue fortement d'être dans un hôpital psychiatrique, de découvrir la vie d'un homme. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver toutes les sorties du mois d'août sur mon blog. J'ai fait un article spécialement sur les sorties du mois d'août. Donc là, j'ai vraiment mis tous les résumés que j'ai trouvés sur le site Booknode que j'ai mis également en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces titres vous tentent, si d'autres titres dont je n'ai pas parlé vous tentent également. Parce que ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tout le monde lit. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de romans que je n'ai pas encore vu passer sur les chaînes YouTube, enfin de Booktube, on va dire. Après, je pense que la plupart des personnes vont peut-être attendre vraiment la fin du mois d'août pour faire peut-être une rentrée spéciale une vidéo spéciale rentrée littéraire plutôt. C'est la fin de journée, je vous raconte pas le truc. J'ai inversé des mots, je dis n'importe quoi, c'est une catastrophe. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je peux vraiment pas aller plus vite, hein. Vous avez vu, quand j'essaie de me dépêcher, je bafouille. C'est juste l'horreur à écouter. Voilà, lire un résumé et faire 3 bafouilles dedans, c'est pas très bien, quoi. Voilà. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like pour m'encourager. Si tu as vraiment apprécié ce que je t'ai proposé, tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça me fera également plaisir, hein, si tu t'abonnes, ça me prouve, voilà, qu'il y a des gens qui sont intéressés de voir ce que je propose par la suite. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera peut-être un update lecture ou peut-être un avis sur un livre en particulier. C'est quelque chose que je n'ai pas encore proposé. Parce que ça peut être bien aussi d'avoir des fois des vidéos très courtes de moins de 10 minutes sur juste un seul livre. Voilà, ça permet de vraiment d'avoir un avis sans forcément voir une vidéo qui dure des plombes, parce que je parle beaucoup trop et que ça peut être très très chiant à regarder pour quelques personnes. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser tranquille, je vais aller me rafraîchir, m'attacher les cheveux parce que là je commence à avoir très très chaud. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien, tout simplement. Ciao ciao! Sorry.